table ronde sur les parents en situation de handicap. Donc, le type de situation, c'est devenir parent quand on est en situation de handicap. Et c'est aussi devenir handicapé quand on est parent. Voilà. Donc, on va vous parler de ces deux situations-là. Donc, je me présente. Aude Bourdin, je suis conseillère nationale santé médico-sociale à APF France Handicap et notamment en charge du dossier d'éducation sexuelle, parentalité des personnes en situation de handicap. Donc, je suis salariée et mon rôle, c'est de venir en appui aux actions politiques de l'association sur ces sujets-là. Je suis donc demandée d'animer, d'intervenir. Donc, je vais faire tout ça à la fois. Donc, nous avons finalement une petite heure au lieu d'une heure et demie. J'en suis désolée. Parce qu'à 13h, je pense qu'on aura tous faim et on s'arrêtera là. Donc, on va essayer de faire plus court. Et je suis accompagnée de deux personnes que je vais laisser se présenter. Edwige. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Edwige Allemand. J'ai 41 ans, enfin presque 42, mais voilà. J'ai deux enfants, un de 3 ans et un de 2 ans. Et je suis en couple avec quelqu'un de valide. Et donc en fauteuil électrique. Et je suis IMC, donc un handicap de naissance. Moi, je suis Agnès Buzyn-Bourbon, je suis administratrice à l'APF, mais avant d'être administratrice à APF France Handicap, j'ai été coordinatrice de la politique de la commission politique de la famille pendant un certain temps, et avant, j'étais coordinatrice du groupe parents en situation de handicap pendant 12 ans. Je travaille sur les questions de parentalité et du handicap depuis à peu près 15 ans, et au départ sur la Bretagne, puis après sur tout le territoire. Je suis bien sûr en situation de handicap, ça fait un peu, et puis je suis maman de 4 enfants. Voilà. Donc, notre idée, en fait, c'était d'avoir 3 types d'interventions sur ce sujet-là. Edwige qui voulait partager avec vous son témoignage. Est-ce que je peux juste ajouter pourquoi je suis là aujourd'hui? Donc en fait, l'APF et moi, c'est un peu une longue histoire. Je suis arrivée en 2000 comme adhérente. Je voulais participer à un séjour. Et en fait, de là, je suis arrivée au bureau animation, je suis devenue bénévole, puis stagiaire, puis salariée pendant 10 ans. J'ai arrêté pour avoir mes enfants et m'en occuper. Et là, depuis 9 mois, je suis revenue en tant que bénévole. Et donc, quand j'ai été salariée, j'ai animé un groupe de parole pendant 2 ans environ sur le thème de la virilité sexuelle. C'était le premier groupe de parole. J'y tenais grandement, et tous les gens qui ont participé au groupe aussi. Et du coup, c'est tout naturellement comme en 2017, quand je suis revenue à la paix et que Nassima m'a dit on fait un salon, on fait une conférence sur la parentalité. Bien évidemment, je ne pourrais que lui dire. Voilà, nous la présence d'Edwige aujourd'hui, qui sera prête à répondre à toutes vos questions. Agnès, pour sa part, elle a baroudé pendant 15 ans en France, un peu partout en France, pour accompagner, connaître, mutualiser toutes les initiatives qui se faisaient en termes de soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap. Donc l'idée, c'est de vous montrer comment on peut agir localement pour soutenir et accompagner lorsque cela est nécessaire la parentalité. Et pour ma part, si nous reste encore un peu de temps, si ça vous intéresse, l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau national également pour accompagner, soutenir cette parentalité. Il y a un certain nombre de chantiers en ce moment politiques. Je suis devant les dates. C'est mieux là? Ça n'a pas l'air. Et là, est-ce que c'est mieux? Non, il y a encore des larcènes. C'est pire. Ah, tu peux les éteindre en fait au fur et à mesure. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Merci. C'est supportable. Donc voilà, donc, s'il nous reste un petit peu de temps et en fonction de vos questions, on pourra aborder ces chantiers nationaux. J'en ai 3 à vous présenter, donc je me dirai si ça vous intéresse. Alors, Edwige, elle n'avait pas envie de parler d'elle comme ça. Ce qu'elle avait envie, en fait, c'était de répondre à vos questions. Et puis, on va du coup inverser un peu, plutôt que de garder les questions pour la fin. On partirait bien de vos questions. Donc, on aimerait savoir si vous avez des questions à poser à Edwige sur sa parentalité. Par rapport à ce que je vous ai dit là il y a 3 minutes, IMC, fauteuil électrique, papa valide,
41 ans, enfin, donc j'avais 38 quand j'ai eu Victor. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que il y a des choses des questions qui vous viennent pas? Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, il y en a une. Est-ce que tu t'imaginais l'idée que tu te faisais de la parentalité, le rêve que tu avais, est-ce que c'est finalement la réalité est très différente de ce que tu t'imaginais? Tout simplement. Nourrisson, ça a été très dur. Et pour moi, et pour mon compagnon, parce que lui ne voulait pas tout faire et rien me laisser, mais moi, la fatigabilité, les 2 grossesses coup sur coup, Maxime, il n'était pas souhaité aussi vite, mais bon, il est arrivé, alors voilà. Et du coup, 2 césariennes, beaucoup de fatigue. Je voulais quand même, pour Maxime, faire comme pour Victor, sauf que pendant 2 ans, je me suis bien épuisée. Donc c'est dur de profiter pleinement quand on est fatigué. Aude, elle m'a parlé quand on a discuté un petit peu avant cette conférence que l'APF envisageait du répit parental pour les parents d'enfants handicapés dans les revendications. Et personnellement, je trouve que ça serait super parce que pour notre part, ce sont mes parents essentiellement qui nous ont beaucoup aidés, mais si on avait eu quelqu'un d'autre d'extérieur et papy-mamie, ils restent là, ils viennent comme s'ils ont envie et pas spécialement quand j'ai besoin, ça m'aurait libéré davantage. Parce qu'il faut savoir que du coup, comme les enfants ont 1 an d'écart, en fait, quand je suis tombée enceinte de Maxime, Victor il avait 4 mois et j'ai été très malade pour les 2 grossesses. Donc aller vomir quand il y a le bébé qui a 4 mois et le papa il n'était pas là parce qu'à ce moment-là il travaillait encore, c'était un peu l'apocalypse. Donc le rêve de maman, je le vis plus aujourd'hui. Ils ont 2 ans et demi, 3 ans et demi, ils sont plus autonomes, ils peuvent comprendre quand je dis attends, à l'époque, non, c'était difficile. Alors je ne veux pas casser le rêve c'est pour ma part à moi. Après, ça dépend du contexte, ça dépend du vécu, ça dépend du handicap, des possibilités. Enfin voilà. J'avais une question à Paige. Comment tu as vécu ce désir d'avoir un enfant? Comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'avant? Parce que toi, tu étais déjà en situation de handicap quand tu as décidé d'avoir des enfants. Pourquoi? Comment tu l'as vécu et nous raconter un petit peu aussi l'arrivée après du bébé? Donc en fait, moi donc avec Christophe, c'est mon compagnon, on s'est rencontrés en 2010 et il voulait pas d'enfant et moi non plus. On se l'est dit au bout d'une semaine où on n'était pas ensemble. On discutait, tout ça. Puis moi je veux pas d'enfant et moi non plus. Pourquoi t'en veux pas? Je lui dis tu sais moi avec le handicap, ça va être trop compliqué. Entre guillemets, je réfléchis toute ma vie. J'ai pas envie de me compliquer la vie encore. Non, j'en veux pas. Et lui, non, c'est compliqué. Bon. Et bon, pendant quelques mois, nous sommes amis. Puis on se voit régulièrement. Puis on décide d'essayer d'être ensemble. Parce que Christophe, il a peur du handicap. Je suis pas du tout la femme qui s'était imaginée pour lui avec le handicap. Donc il m'aime, il dit qu'il m'aime, mais il a peur, mais il n'ose pas. Il se dit voilà, physiquement, il est bien, mais bon, il y a ce truc-là. Et donc bon, on est là, on avance petit à petit, et moi je lui dis, mais si tu le sens pas, tu sais, on arrête. Non, alors on se raccroche. Et puis, bizarrement, alors on s'est rencontrés, je vous dis, en fin 2010, et bizarrement, alors qu'on avait dit non tous les deux, on est en 2011, en août 2011, et un jour on discute et il me dit, tu sais, si on voudrait avoir un enfant, il faudrait essayer de se mettre tout de suite, parce que vu notre âge, après on va être vieux. Mais là, je l'ai regardé, je lui ai dit, non, moi je veux pas, mon handicap, tout ça, je pourrais pas. Alors je savais que c'était pas génétique, donc le bébé il risquait pas plus que. Mais bon, je voulais quand même pas. Et puis à cette époque-là, en 2011, j'ai entamé en fait une formation
en psychologie, où il y avait en fait, pour obtenir ma validation de la formation, il y avait un suivi psychologique obligatoire. Donc, du coup, j'y vais, et le psychologue il me demande de présenter, et il me dit présentez-vous, elle me dit, et je lui dis oui, bonjour, Edwige Valmont, 38 ans, 37 ans, et j'ai pas d'enfant. Et je m'arrête, et il me dit, on sent que ça vous pèse. Je dis, bah oui, on n'arrive pas, mais je sais, c'est moi, j'ai peur, je veux pas. Et de là, il m'a fait parler, et alors ça a mis du temps. Donc on a fait des examens tous les deux, parce qu'on s'est dit, bah, peut-être c'est le papa aussi qui a un problème, peut-être pas que moi. J'avais eu des années, une grande antériorité de pilules avant, donc bon, ça voulait pas venir. Et en 2014, je suis très malade, mais alors, mon père arrive et il me dit, oh là là, sur Soliespont, ça va pas très vite, il y a plein de gastro, tu vas avoir ça. Christophe lui dit, t'as déjà vu une gastro où tu es malade, et puis après tu vas manger une glace, puis après tu en vomis, puis après tu en manges. Bon, bref, je fais le test pour la grossesse, il est positif. Je suis tellement malade que j'arrive pas à me réjouir parce que j'en peux plus. J'ai 3 mois où j'ai perdu 4 kilos, je suis couchée, je suis vraiment mal. Et après, une fois que j'ai fini d'être malade, là j'ai commencé à me dire, waouh, il y a quelque chose là, il y a quelque chose dans mon ventre, super contente. J'ai eu des peurs aussi qui sont accrochées. Donc, ma grossesse date de fin mai, et en septembre, en août, avec Christophe, on s'est dit peut-être contacter, pour parler des difficultés. Donc, du coup, peut-être contacter la MDPH pour qu'il nous. S'il y a quelqu'un de la MDPH dans la salle, hein, pardon, mais c'est la réalité, donc bon, voilà. On va peut-être contacter quelqu'un de la MDPH pour qu'il vienne nous voir, qu'on discute un peu des aménagements, tout ça, parce que moi je me doutais de ce qu'il me fallait, mais précisément, je ne savais pas trop, j'étais fatiguée, enfin machin. Ils arrivent à 3, quand même, il faut le signaler. Il y a un monsieur ergothérapeute, une dame, et une stagiaire. Donc moi je me dis, ouais, super, ils sont 3, et top, il a son ordinateur. Le monsieur il s'assoit, il note plein de trucs. Oui, alors, comment vous êtes rencontrés? Enfin, bon, bref, on arrive aux aides techniques. Oula, ben là, la dame, elle me dit, ah, ben quand il est tout petit, le bébé, vous le mettez dans une écharpe pour le porter. Je dis, ouais, mais l'écharpe, il faut faire un nœud ou machin, il faut le placer et faire le nœud après. Elle me dit, ah, ben oui, mon bras droit, il est raide, alors faire le nœud toute seule avec le bébé sur moi, ça va être compliqué. Bon, mais en tout cas, elle avait essayé. Le monsieur, je lui dis, j'aurais un problème aussi avec le lit. Parce que pour le mettre dans le lit, le sortir du lit, comment j'ai fait? Il me sort de son ordi un lit pour enfants handicapés. Le machin en métal, super lourd, avec des roulettes. Et il me dit, regardez là, vous pouvez ouvrir la porte. Je regarde le monsieur, il a pleuré. Non, mais c'est pas lui qui va être handicapé. Enfin, j'en sais rien pour l'instant, mais non, c'est moi. Donc, vous me virez ce lit là. Il m'a dit, ne vous énervez pas, je dis non, vous me sortez ça, vous me fermez ça, je ne le prends pas. Et après, on a parlé d'une autre aide technique possible, c'est comment pousser bébé dans la poussette pour venir. Oula, ben là aussi, on a eu quelque chose d'extraordinaire. On a eu un machin qui s'accroche à un fauteuil manuel. Et puis, je lui ai dit, mais moi, en fauteuil manuel, je vais faire 20 mètres. Et je vais rentrer, quoi. C'est bon, non, c'est pas ça qu'il me faut. Bref, il s'en va et me renvoie le papier. La MDPH vous oriente vers tel et tel produit. Là, il m'avait noté encore son lit, machin. J'ai pris le papier, j'ai fait comme ça. Et on s'est dit, bon, maintenant il faut que papa il bricole. Il n'était pas bricoleur, mais il s'y est mis. Alors papa, il a bricolé un lit, il a coupé la porte et il a fait une porte qui s'ouvre. Avec le recul, on aurait dû le rehausser. Mais on n'a pas rehaussé. Voilà, et pour Maxime, on n'a pas rehaussé non plus. Mais bref, conseil aux futures mamans ou papas qui veulent participer et aider, rehausser le lit. On a acheté une table à manger, c'était le modèle Ikea, qui s'accroche au mur et qui s'ouvre. On peut passer en dessous avec le fauteuil à hauteur. Et on peut la placer à la hauteur qu'on veut. On a acheté alors après, quand le bébé est né, on a acheté comment ça s'appelle, où on le met dedans, un
Ouais, comme dans un transat. Et le transat, il est réglable en hauteur. Donc bon, tout ça, voilà, on a bidouillé. Et pour tout ça, vous avez eu des aides financières? Non, on a acheté d'occasion. La table à manger, le transat, qu'est-ce que j'ai... Et le lit, non, le lit, on l'a pas acheté petit, voilà, enfin, parce qu'on en a acheté 2 pour mes parents aussi. Et du coup, voilà, donc tout ça, on a payé des trucs. Vous avez bricolé. Ah ouais, on a bricolé, mais... Et après, pour promener bébé, ben, on a trouvé un truc tout bon, super. Alors, 2 trucs. Quand il est nourrisson, un petit sac banane, en fait. C'est comme un petit hamac, et je le tenais comme ça. Victor, il a adoré, il dormait à coup sûr. Ça rendait le papa jaloux, qui arrivait moins bien à l'endormir. Et après, plus grand, on a une ceinture qui est normalement faite pour les personnes âgées ou des parents en fauteuil qui n'arrivent pas à tenir en fauteuil. Une grosse ceinture bien large, belge. Et du coup, je le calais comme ça contre moi. Et voilà, du coup, j'ai pu le promener, j'ai pu un peu le changer. Bon, vraiment pas très vite. La sécurité au niveau de la table à manger, de tenir et tout. C'était pas, je l'effectuais pas en sécurité, donc après je me suis mis sur le lit, donc du coup la hauteur c'était plus beau. Voilà, c'était un peu. Je vais couper un petit peu, je suis désolée parce que le temps passe vite. Ce que je propose peut-être, Agnès, en réponse aux propos d'Edwige, parce qu'on est complètement dedans, peut-être que tu pourrais nous parler d'une part de ce que fait la MDPH l'IVPN pour la parentalité des personnes en situation de handicap, et d'autre part peut-être de nous parler d'un Tech qui existe en Bretagne. Il y a un microclimat sur la parentalité des personnes en situation de handicap en Bretagne, et peut-être aussi ce qui se fait en Alsace sur ces questions-là. Oui, alors, ça me fait quelque chose d'entendre que je qui est maman de enfants quand même, 3 ans et demi et 2 ans et demi, en soit encore là alors que depuis 15 ans, on bagarre, on se bat beaucoup. Notamment sur le territoire breton. Alors, vous savez, les Bretons, ils sont tenaces, hein, et quand ils ont l'idée de quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Juste pour que vous compreniez la démarche, parce que c'est important, notre combat au niveau de la Bretagne, il a commencé en 2003, donc bien avant la loi de 2005, pour une reconnaissance des besoins d'accompagnement à la maternité et à la parentalité des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, parce que Rennes construisait un nouvel hôpital et qu'on s'est glissé dans le projet de l'hôpital mère-enfant en disant qu'on n'avait pas le droit de construire un hôpital mère-enfant sans se poser la question de la situation des personnes en situation de handicap qui désiraient un enfant. Et donc on s'est invité à la table. Et on a été entendu, c'était quand même exceptionnel, on est quand même en 2003, hein, la loi 2005 n'est pas passée. Et donc on a eu d'abord ce premier combat. C'est important de remettre les choses dans l'histoire parce que vous allez comprendre que ça nous a permis d'avoir les bonnes personnes, les bons contacts et enfin de pouvoir faire avancer notre cause. Donc l'hôpital mère-enfant s'est construit avec la formation de personnel sur l'accueil des personnes en situation de handicap sensoriel, moteur et atteint de troubles psychiques et de troubles mentaux. Donc c'est déjà une première. Ensuite avec des chambres adaptées multi-handicap. Donc on a été vraiment à la source avec à chaque fois on s'est positionné toutes les associations du handicap sur comment on voulait que les chambres soient. Donc l'hôpital mère-enfant de Rennes a 2 chambres adaptées en maternité, 2 chambres adaptées en gynécologie, 2 chambres adaptées en pédiatrie. Parce que c'est pas tout d'avoir des enfants, mais après vos enfants, il peut leur arriver quelque chose et il faut que vous puissiez aller à l'hôpital avec eux. Donc voilà, c'était vraiment une démarche qui nous a beaucoup accompagnés. Et suite à ça, ça ne nous a pas suffi. Hein. On s'est dit maintenant on a des enfants, donc il faut nous aider. Donc à l'époque, c'était faire valoir nos droits à l'accompagnement par des TISF. Et puis ensuite, quand les travailleuses en insertion sociale et familiale, c'est du droit commun. C'est un droit qu'on a pour accompagner la maternité. Alors là, pour le coup, c'est pas le papa, hein, c'est la maternité. À l'époque, on avait le droit à 200 heures renouvelables, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est que 200
200 heures, mais c'était 200 heures renouvelables pour accompagner les mères en situation en situation de handicap, c'était une problématique d'accompagnement de leur parentalité. Donc, parce que, en fait, ça accompagnait non seulement les mamans en situation de handicap, mais aussi les personnes qui avaient des problèmes sociaux, des maladies, voilà, 200 heures dédiées. Donc voilà, et nous, il y a une loi qui est parue en même temps que la loi de 2005 qui a dit que ces 200 heures, comme il y avait la prestation de compensation, on les supprimait. On supprimait du droit commun l'accès aux 200 heures d'accompagnement pour les parents en situation de handicap relevant de l'AAH, d'une pension d'invalidité ou de la 2EH. La 2EH, c'est l'accompagnement pour les enfants en situation de handicap. C'est une prestation. Donc là, vous imaginez bien que les Bretons ne se laissent pas faire ce genre de choses, ça n'a pas été possible. Donc ça a été à nouveau le point de combat sur le collectif parents qui avait été monté pour l'hôpital mère-enfant. Et on s'est battu pour une restitution de nos droits communs. Déjà. Ça a été déjà une grande bagarre avec les politiques, la CAF, avec les allocations familiales, enfin mal. C'est des gros mots. Et puis, on a mis quand même plus de 5 ans à obtenir que nos droits soient confortés dans le droit commun. Et ça a été le même combat pour la prestation de compensation. Bon, on avait les bons outils puisqu'on s'était déjà battu avec les politiques. Donc on a eu l'écoute au niveau de la MDPH. Et en 2007, on a obtenu le début d'une prestation de compensation du handicap pour la parentalité, avec des heures dédiées pour les parents. Alors, est-ce que ça existe en Bretagne, ça? Alors ça existe en Bretagne maintenant. Voilà. Il ne faut pas autant venir en Bretagne exprès parce que vous voulez devenir parent. Hein. Non, vous ne pouvez pas pour obtenir les mêmes droits. Donc on a obtenu des heures dédiées à la parentalité, un certain nombre d'heures si les deux parents sont en situation de handicap, un certain nombre d'heures si c'est qu'un parent qui est en situation de handicap. Il y a des heures dédiées tous les jours et il y a des heures dédiées au week-end. Voilà, et c'est pour l'instant que de 0 à 3 et de 3 à 7. Parce qu'après on n'est plus parents. Parce qu'après, on met la clé autour du cou de son enfant et il se débrouille. Non, le combat, comme vous pouvez comprendre, n'est pas terminé, mais on a fait une grosse avancée par rapport à ça. Nous, ça ne nous suffisait pas, parce qu'il nous fallait une technique. On s'est dit, mais attendez, voilà, vous nous donnez un peu d'heures pour nous accompagner. D'abord, il faut former ces personnes, donc on s'est mis dans la formation, bien sûr. On est allé dans le droit. Et puis on s'est dit, il nous faut aussi du matériel. Donc, pour compenser, la loi est avec nous. En matière d'aide technique, les aides techniques, c'est compris dans la loi. Pour la parentalité fait partie d'une compensation globale des aides techniques, puisqu'elles nous sont dédiées à nous. C'est-à-dire, c'est nous, pour nous parents, nous occuper de nos enfants. C'est pas le matériel pour l'enfant même. Il faut savoir faire sa demande comme il faut. On veut du matériel spécifique pour nous, parents en situation de handicap, accompagner nos enfants. Donc en Bretagne, on obtient des subventions pour nous aider à obtenir du matériel. Il y a aussi d'autres endroits en France où la loi est vraiment, on va dire, appliquée. Et au niveau des aides techniques, il y a beaucoup moins de soucis. En Alsace, ils ont également créé une bibliothèque qui permet en fait d'avoir du matériel adapté à disposition pour le tester également avant de l'acheter. Et puis l'une des difficultés lorsqu'on parle de parentalité, c'est que ces enfants ils grandissent. Donc du coup les besoins c'est pas les mêmes, la difficulté c'est que ça va pas être une aide technique qui va durer longtemps. Parce que les besoins d'un nourrisson, les besoins d'un enfant qui marche, qui trotte, etc., c'est pas les mêmes. Donc c'est ça aussi qui est compliqué. Voilà, alors la réflexion a été donc portée sur des antipéricultèques. Donc il y a eu la création d'une première antipéricultèque en Bretagne, dans le Finistère, avec des subventions sur les fonds des députés. On leur demandait de mettre la main à la pâte, on est très malade. Les fonds européens, les députés, les sénateurs, on sait tout faire. Avec un peu de motivation, on y arrive. Et du coup, on a créé une antipéricultèque, mais à prêt gratuit ou locatif, avec un petit, parce que
toute façon, quand on est parent, qu'on soit en situation de handicap ou pas, on investit quand même de l'argent pour ses enfants. Hein. Donc ça, c'est aussi le questionnement qu'on a nous en Bretagne, c'est-à-dire c'est pas du gratuit, parce que comme tout parent, on dépense de l'argent pour nos enfants, on a des aides pour ça et on doit aussi subvenir à leurs besoins. Donc on a vraiment toute cette démarche dans le droit commun aussi qui avance. Et donc de l'article Réputec, on peut essayer le matériel, se le faire prêter et le louer. Et puis au fur et à mesure de l'avancée de l'âge de l'enfant, on échange. C'est-à-dire on rend le matériel et on essaye autre chose, et puis quand les besoins se font sentir, on peut encore essayer d'autres choses. C'est très très important. Et puis pour tout ce qui est des ateliers de la débrouille, quand on sait, on a aussi des schémas, des aides, des parents qui expliquent comment ils ont construit leur vie, comment ils ont, en fonction de leur type de handicap. C'est la pérénulation et c'est très très important. Et on retrouve la même chose donc en Alsace aujourd'hui. Et puis à Bordeaux, il y a une association qui s'appelle Antiparentalité. Alors moi je reviens tout de suite, le mot antiparentalité, je ne peux pas l'entendre. Moi j'ai un mot plus joli qui s'appelle le parent parent anti-mère, pour bien faire comprendre qu'on est comme les autres avec une toute petite singularité. Merci Agnès. Alors on a parlé du désir d'enfant, comment il peut l'être dans un couple. On s'était dit au début, non, on n'aura pas. On a parlé de la peur d'avoir un enfant. On a parlé de l'accompagnement, la peur de la transmission de la maladie, quand c'est une maladie génétique également. Là, ce n'est pas le cas, mais c'est des questions qui peuvent se poser. On a posé la question de l'accompagnement à la grossesse, l'accouchement. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, comme enfant. J'arrive. Non, mais par rapport à l'accouchement, je voudrais juste, s'il y a des gens qui se disent où accoucher dans le Var pour être quand même bien pris en compte dans leur handicap, moi, je recommande la clinique Saint-Jean. Ils ont été au top. Les chambres n'étaient pas complètement accessibles. Ils ont fait au mieux, ils m'ont amené le matériel, ils m'ont aidé. Ils ont été super. On a parlé de technique elle-même. Est-ce que vous aurez d'autres questions à Edwige? Non? Moi, j'en aurais une. Si là-bas, pardon, je vais trop vite. Merci. Moi, je m'appelle Vassili et puis militante depuis de nombreuses années pour la reconnaissance de la diversité et justement de la parentalité. Je connais beaucoup d'amis qui étaient en situation de handicap et qui avaient entre les enfants. Alors c'est vrai qu'on a parlé de l'accompagnement à la grossesse, de cancer et tout. Maintenant, je voudrais aussi aborder de toute la difficulté. Toute la difficulté qu'on met par rapport à une personne qui a un peu de parentalité. Par exemple, pour les professionnels, il y a moi je trouve des personnes en situation de handicap qui avaient un désir d'enfant et qui ont eu cet enfant, mais malgré cela, ils ont eu tout on a mis toute une série de surveillance qui était effective pour voir, sous prétexte d'aider la personne, mais au moins on ne faut pas, on va placer la personne. Quoi. Et voilà, on surveillait bien si la mère c'était une bonne mère, voilà. Et il y a ça. Même par la famille ici, je sais pas, ma question c'est comment par rapport à vos proches, par rapport à votre famille, comment ça a été accepté que vous ayez un enfant en vie, parce que c'est pas de quelques familles où c'était pas gagné. Vous parlez en fait de la représentation de l'entourage de la personne en situation de handicap, que ce soit son entourage proche, ou que ce soit les professionnels qui vont l'accompagner, soit les professionnels du côté du soin, soit les professionnels du côté du médico-social qui l'accompagnent au quotidien. Et puis, vous pouvez nous en dire deux mots? Alors, juste rapide, du côté de mes parents, on va dire que mon papa il parle pas beaucoup, donc il a continué sur sa lancée. Il n'a pas parlé, mais il est ravi d'être papy, et alors c'est franc. Maman, les premiers mois de ma grossesse, elle n'a pas vu mon ventre. Alors, c'est pas des.
c'est pas négatif ce que je veux dire, mais un petit exemple rigolo. Elle m'achète un blouson et c'était du 38 et elle me dit ah mais tu vois j'ai bien fait de prendre du 38, t'as vu t'arrives pas à le fermer. Je dis mais maman arrête, c'est un moment tu vois. Elle me dit oh pardon bébé, je veux l'oublier. J'étais enceinte de 4 mois et elle pour elle c'était tellement je sais pas inattendu, elle pensait pas que du coup elle avait oublié. Après pour Maxime elle était habituée donc du coup mes parents l'ont très bien pris et nous ont beaucoup aidés, ils continuent à nous aider, ils sont très heureux. Mais aux parents c'est différent, mais la situation est compliquée, donc ça n'a pas à voir, ça n'a rien à voir avec le handicap, voilà. Et après pour les professionnels, j'ai eu, je veux dire, des gens qui étaient trop prêts à me suivre normalement, mais qui ne sont pas non plus excessivement inquiétés ni étonnés de ma grossesse. Il y a juste eu une petite anecdote un jour à la clinique Saint-Jean où la dame à l'accueil, je lui dis, je viens pour une échographie obstétricale, pourtant je l'ai bien dit. Elle m'envoie aux échographies de tout sauf de grossesse. Je reviens, donc à ce moment-là, je suis en manuel à l'accompagnement de mon papa. On revient. Je dis non, mais c'est pas là. Il me dit mais si, les échographies c'est là-bas. Je dis non, je vous dis que non. Et après, je me dis mais vous avez bien entendu, je suis enceinte. Et là, elle se lève, elle me regarde, elle me dit ah mais je dis oui, mais oui. Et du coup bon, voilà, il y a juste après je l'ai senti un peu gênée, mais sinon non, mon gynéco notamment, il a encouragé, voilà. C'est un peu les mêmes préjugés dont vous parliez tout à l'heure avec le médecin du travail qui suppose que ce qu'on est en situation de handicap, on ne peut pas avoir vie sexuelle, on ne peut pas avoir partenaire, on ne peut pas être parent non plus. Et c'est vrai que c'est des retours que l'on a très souvent avec des témoignages qui peuvent être extrêmement violents. Mais vous vous rendez compte, vous n'êtes pas responsable quand même de vouloir un enfant dans votre état. Voilà, ça peut être des choses vraiment très violentes de ce type-là ou des choses qui vont être un peu plus insidieuses. Et souvent, ce que l'on met en avant, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme si le fait d'être en situation de handicap, forcément, c'était dangereux pour un enfant, un futur enfant. Alors, on se pose souvent la question quand la personne est devenue en situation de handicap, alors qu'elle était parent, parce que là c'est de fait, on se pose la question d'un mot, comme c'est. Voilà. Donc c'est vrai que les représentations, elles ont la vie dure. On a aussi quand même des placements quasi systématiques, notamment pour les personnes handicapées mentales. On parlera peut-être un petit peu plus, mais ils ont également développé des services d'accompagnement pour éviter ce placement de fait à la naissance des enfants, sans se poser la question de comment on accompagne les personnes en situation de handicap à devenir parents, comment on maintient le lien, même si l'enfant est placé. Et puis, on a également des témoignages d'informations préoccupantes. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif-là, qui sont en fait des professionnels qui vont signaler à la justice un risque de maltraitance. Et donc, quand on est en situation de handicap, on a beaucoup plus de risques d'avoir une information préoccupante concernant son enfant. Sans qu'on se soit posé la question de comment ça se passe, est-ce que la personne est accompagnée, qu'est-ce qu'elle a mis en place. Du fait qu'elle soit en situation de handicap, ça peut déclencher des informations préoccupantes. Alors ça, c'est plus souvent pour des personnes handicapées psychiques ou autistes, notamment, mais pas tout le temps. Juste les problèmes de plainte et d'émotion. Sans vous raconter notre vie, mais on vient d'avoir une plainte avec le papa, pas uniquement pour nos enfants, mais de la part de ma belle-mère, donc quand même sans maman. Bon, apparemment, elle a un problème, donc c'est elle qui va se retrouver embêtée, mais bon, sous prétexte qu'elle a entendu un peu pleurer parce que je n'arrivais pas à porter Victor ou Maxime comme il voulait, aïe aïe aïe. Donc, hier matin, audition. Voilà, ça fait toujours plaisir. Agnès, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites sur les territoires pour travailler sur les présentations. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu de ça? Oui, voilà. Alors, j'allais justement dire que pour éviter ce genre de choses, alors vous avez vu, il y avait un psychologue là qui s'est fait. Donc, on a un peu en amont, nous,
Alors sur la Bretagne d'abord, mais après je l'ai aussi fait sur le territoire, mais en exemple la Bretagne, parce qu'on a été précurseurs sur ça, on a créé un réseau parentalité, alors d'abord interne à l'association, qui mettait en lien toutes les structures d'accueil de possibles parents en situation de handicap. Pour vous dire, c'est vraiment un réseau très vaste, puisqu'il y a des, comme structure, il y a des ESAT, c'est des établissements établissements et services d'aide par le travail, des EA, des entreprises adaptées, des services d'accompagnement à la vie sociale, SAVS, des SAMSA, des services d'accompagnement médico-social à domicile, des foyers de vie, des habitats regroupés, des services de soins infirmiers à domicile, des accueils de jour, des délégations de l'association et des adhérents concernés. Donc vous voyez une multitude d'intervenants et de personnes intéressées par la question. Alors pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on voulait se poser tous les mêmes questions, c'est comment accueillir, accompagner les parents en situation de handicap tout au long de la vie, du désir d'enfant à la grand-parentalité. Alors vous voyez, on essaie de faire comprendre à la société que on peut désirer, on est parent et on est parent tout au long de sa vie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un enfant, on est aussi un jour grand-parent et qu'on a des droits à notre grand-parentalité. C'est un petit hashtag là-dessus, mais parce qu'on a tendance à l'oublier beaucoup, surtout la MDPH. Alors, pourquoi aussi ce réseau? C'est aussi, comme je disais, pour éviter tous ces écueils de représentation et de préjugés sur la parentalité et sur les possibilités qu'ont les parents en situation de handicap. On n'est pas mauvais parent parce qu'on ne peut pas porter son enfant. On n'est pas mauvais parent parce qu'on ne parle pas. On n'est pas mauvais parent parce qu'on ne voit pas, parce qu'on n'entend pas. On n'est pas mauvais parent parce qu'on est malade. Voilà. C'était notre postulat de départ et c'était essayer de réfléchir sur qu'est-ce qui nous amène, les professionnels, nous-mêmes les personnes en situation de handicap, à ne pas nous faire confiance par rapport à cette parentalité. Et j'avoue que c'était très très intéressant et que de tout ce débat interne à l'association, il a débordé. Et qu'en Bretagne, on a eu des journées de réflexion interassociative sur cette question où on a invité l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, des juges, des éducateurs, pour discuter justement de cette parentalité qui leur semble si différente et qui ne l'est pas une fois qu'on a bien mis le nez dedans. Donc voilà, et c'est aussi notre idée, c'est de faire tomber les tabous, les préjugés, les ressentis, et aussi montrer que les enfants, ils évoluent. Alors bien sûr, comme elle dit, quand elle est avec le déambulateur et qu'il veut être pris dans les bras, c'est pas possible. C'est une frustration, mais enfin bon, quand on est valide et qu'on a les bras chargés des courses, on le prend pas. Alors c'est aussi une frustration. Voilà. Alors on peut poser le paquet et puis le prendre, mais on ne le fait pas. Et là, nous, on ne nous reproche rien de ne pas avoir pris l'enfant qui se roule par terre parce qu'on a des courses dans les mains. Mais par contre, si on est parent en situation de handicap, qu'on est à la caisse, et que notre enfant fait un caprice, et qu'on n'arrive pas à le calmer, là, je ne dis même pas le regard. Bon, moi, ça ne me dérange plus. Ça ne m'a jamais dérangé, mais alors là, je suis loin de tout ça. Donc, vraiment, on a vraiment fait ce travail, alors dans le Grand Ouest, parce qu'on a largement débordé. On s'est dit, il n'y a pas que nous, les Bretons, on va emmener les Pays de Loire avec nous, puis on va emmener la Mayenne, la Normandie. Donc voilà, donc on est parti sur une réflexion sur les représentations. Et je vous invite à vraiment discuter. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est de discuter ensemble, de faire des ponts entre les MDPH, les services de prestation, la justice et les personnes concernées elles-mêmes. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'entend, il n'y a que comme ça qu'on se comprend. Information, sensibilisation, formation des professionnels avec les personnes concernées.
Il y a une dernière question que j'aimerais qu'on aborde avant de finir, c'est les je vous en prie, sont petits. Mais comment vous envisagez l'école quand on est en situation de handicap? Alors, pour Victor, là, il a démarré l'école en septembre. On a la chance que son école soit accessible. Donc, du coup, pas de souci, j'ai pu me rendre à la première réunion, la réunion de rentrée. Du coup, j'y suis allée toute seule, toute fière. Je me dis au papa, non, j'ai pas besoin de toi, je me débrouille, ça fait bien. Et du coup, j'ai pu, participer. Victor, lui, il s'éclate, il aime bien l'école, il est content. Pour l'instant, a priori, il n'a jamais parlé de moment, si ce n'est qu'il a vu les rampes. Parce qu'en fait, il y a des marques qui ont construit des rampes amovibles. Il a vu les rampes sur la côté et il a dit ça, c'est pour le fauteuil de maman. Voilà. Donc, désensibiliser à l'accessibilité, juste. C'est pas, on parlait de Victor juste pour la petite scolade par rapport à l'APF. Il est né le 11 février 2015, au 10 ans de la loi de 2005. Et bon, voilà, c'est rigolo, il est né à l'accessibilité. C'est vrai que là aussi, on a des témoignages qui sont souvent glaçants de parents en situation de handicap qui ne peuvent pas accompagner leurs enfants dans la scolarité. Ils ne peuvent pas participer aux sorties extrascolaires parce que vous comprenez, les assurances, ça ne couvre pas. C'est vraiment ce qu'on entend. Parce qu'on ne peut pas aller dans la classe de son enfant parce qu'elle est au premier étage. Parce que vous n'avez pas accès, par exemple, au manuel en braille. Parce que ce n'est pas notre enfant qui est en situation de handicap, c'est vous, et que ces manuels qui sont destinés aux enfants. Donc vous ne pouvez pas lire le manuel sur lequel votre enfant va. Là aussi, il y a des choses qui se font. Est-ce que tu pourrais nous parler du réseau parents à côté de nous, s'il te plaît? Donc, voilà, pour vous dire que c'est vraiment à tous les âges de la vie qu'on est parents. Il y a quelques années de ça, dans un quartier de Villeurbanne, quelques parents en situation de handicap se sont trouvés à la même école. Alors, c'est comme ça. Et ils ont tous été confrontés aux mêmes difficultés de relation avec les enseignants dans le suivi de parcours scolaire de leurs enfants. Et puis, il y a une de ces mamans qui était adhérente à l'APF, qui s'en est ouverte à l'APF. Il faut savoir qu'à Lyon, il y a un groupe qui s'appelle Résolve Handicap. C'est un endroit où on vient déposer sa question, sa problématique, et puis ils n'ont pas la solution. Ça serait trop beau. Mais ils vous proposent de trouver des pères aidants pour trouver des solutions. Et donc, ça a été de la mise en relation de quartier au départ, de parents atteints de différents handicaps. Ils ont commencé à échanger sur leurs difficultés de contact avec l'école. Alors, ça allait d'une maman non-voyante qui on refusait de mettre les cours sur le dictaphone qu'elle fournissait, de refuser de donner les devoirs sur le dictaphone. Donc, comme ça, ton enfant peut lui raconter ce qu'il avait envie, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de sortie scolaire, il y a une sortie scolaire, ça finit plus tôt, ça finit plus tard, ce qu'il peut, on estimait que ça suffisait, c'était écrit, l'enfant n'avait qu'à lui dire. Alors là, déjà, on se pose la question quand même de la façon dont l'enseignant regarde l'enfant. Ah oui, un petit adulte. Bon, ça a été compliqué pour cette maman. Et puis une autre maman qui a des troubles d'élocution, alors on parlait à l'enfant, lui demandait de traduire ce que sa maman disait. Donc là, on est dans l'infantilisation du parent. C'était vraiment très très traumatisant pour cette maman. Donc voilà, dans cette pérégulation de parents qui racontaient leur périple avec les écoles, le collège, la maternelle, la primaire, il est né l'initiative d'aller secouer un peu l'école pour parler de leurs problématiques. Et au départ, c'est né sur une école de Villeurbanne. Et puis ça a fait son petit chemin. Ils ont dit, bon, alors on va rester là, on va rencontrer l'inspecteur. Donc ils ont pris leur baluchon, puis rendez-vous avec l'inspection académique. Et là, ils ont eu une écoute. Et je la fais courte. Après plusieurs interventions de leur part, ils ont obtenu une première conférence des bases sur l'accueil des parents en situation de handicap à l'école, avec des témoignages et puis
des professionnels qui avaient déjà mis en place des choses. Il y a eu 200 personnes qui sont venues à cet premier débat, qui est devenu une formation. Donc aujourd'hui, dans le rôle, l'Académie propose une formation aux enseignants sur l'accueil des parents en situation de handicap. Bon, ben, ils n'ont pas dit bon, ils ont obtenu ça, donc on peut former les enseignants du primaire, de la maternelle et du secondaire à l'accueil des parents en situation de handicap, tout handicap confondu, ce qui est quand même très important. Comme dirait une maman que je connais bien, qui est non-voyante, avec qui on a coécrit un livre, et cette maman qui dit demandez-nous, nous savons, et arrêtez de nous dire ce que nous devons faire. Voilà, et je crois que le jour où on aura compris ça, on va bien changer les choses. Et bien, à force de ça, ils ont décidé de poursuivre au niveau de la PMI, de la protection maternelle et infantile, et aujourd'hui, ils sont en train de monter une formation pour tout le Rhône, et puis je pense qu'ils vont aller sur Cora, donc Auvergne-Rhône-Alpes, pour valider cette formation auprès des professionnels et tous les intervenants de la protection maternelle et infantile. Toujours pareil, sur l'accueil et l'accompagnement des parents en situation de handicap, tout handicap confondu. Parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Merci beaucoup. Alors, on arrive sur la fin de votre conférence, donc là, je vais vous proposer un choix. Soit on fait une discussion comme ça, soit on prend un petit peu de temps pour les championnats nationaux. C'est comme vous voulez. C'est un peu plus institutionnel, mais ça vous donne aussi un peu l'idée des revendications politiques qu'on peut porter. Est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce que vous souhaitez qu'on finisse là-dessus? Oui, il y a une question là-bas. Sachant qu'il y a un stand où Agnès est avec des livres sur ces questions de la parentalité, et cet après-midi, pas encore un peu là. Je me présente, je m'appelle Christelle, et en fait, la question de maternité, c'est toujours posée pour moi, mais on m'a toujours dit que dans ma situation, dans mon cas, ce n'était pas possible. Est-ce qu'il existe des endroits où vous pouvez tester ce qui est possible pour nous de faire ou de ne pas faire? Non, je connais pas aussi bien que Agnès. Moi, ça fait 2 ans, toi, ça fait 15 ans, c'est pas pareil. Il existe en effet, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup sur les territoires, donc tout dépend où vous êtes. Vous habitez où? Moi, je suis sur hier, et je crois que j'ai entendu parler de l'association Papillon du centre. Le centre Papillon à Bordeaux. Alors, c'est Bordeaux, ça, c'est le centre Papillon. Pas du tout. Et c'est pas du tout. Oui. Sur les aspects médicaux, tu en connais dans le point, je connais pas. Sur les aspects médicaux, alors, il n'y a que les médecins qui vous suivent, et Non, les stands. Sur l'accompagnement de l'enfant. Sur l'accompagnement, une fois. Par rapport à son accompagnement. Oui, la puriculture adaptée, votre capacité à pouvoir le porter, le manger, etc. Ici, la communauté va vous aider. On va les secouer un peu. Parce que, bon, je ne suis pas directement concernée, mais vous voyez, j'ai déjà une nièce de 2 ans et demi, et mon frère dit, je ne peux pas te la laisser parce que tu ne peux pas t'en occuper. Oui. C'est le problème de la représentation. Si vous pouvez vous en occuper différemment, sûrement. Que puis-je vous dire? Moi, je ne connais pas. Sur votre région, oui, il existe des choses, mais c'est plutôt des groupes de parole et de la pérédance. Oui, le centre Papillon a des volets à Marseille. C'est loin, Marseille, pour vous. Ce que je vous invite, c'est venir tout à l'heure en aparté, parce que c'est assez personnel qu'on vous demande. Moi, j'ai pas de réponse pour hier. J'ai des réponses plus proches sur les territoires. Déjà bien qu'il en est ailleurs. Voilà. Merci. Il y en a notamment à Paris. Il y a un service qui s'appelle le service d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap. Et en fait, c'est un service de puériculture. Vous rencontrez des auxiliaires de puériculture qui se sont spécialisés sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap et qui vont accompagner les parents à langer leur bébé, à leur donner un bain, à pouvoir les porter de manière à ce que ce soit adapté aux problématiques de santé ou de handicap de la personne. Il me reste 2 minutes. Est-ce que vous avez encore une question? Est-ce que je vous dis en gros vos revendications? Ouais. Et puis on continuera à discuter si nécessaire, donc au repas ou après sur le stand, vous pourrez retrouver notamment Agnès. Alors, on va passer
rappeler, puisqu'on parlait de droit international tout à l'heure, que la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap a prévu cette question de la parentalité et rappelle que les parents ne doivent pas être discriminés par rapport au droit de se marier, de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des époux. La possibilité de décider également d'avoir un enfant ou pas, donc ça veut dire aussi avoir évidemment accès aux moyens de contraception et à la planification familiale et au respect de son intégrité physique, bien entendu. Et rappelle que du coup, il faut garantir leurs droits en la matière et surtout que les enfants ne doivent pas être séparés en fonction du handicap de leurs parents. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure sur les informations préoccupantes. On ne se pose pas finalement la question de l'intérêt de l'enfant, mais on présume que l'intérêt de l'enfant risque d'être mis à mal, et donc du coup on enlève systématiquement. Donc voilà. Voilà. On a bouché. Mais quand même, la précision, il y a quand même une limite. Et l'intérêt supérieur. Mais parce qu'à l'inverse, on peut aussi avoir des situations inverses où on se dit voilà, la personne en situation de handicap, l'enfant manifestement est malheureux, ne se développe pas correctement, peut être victime de maltraitance, et on n'intervient pas non plus en se disant voilà, je vais discriminer. Donc il faut qu'on arrive à trouver juste ce milieu. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est forcément mauvais parents, mais c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est forcément mauvais parents aussi. Faut être très clair. Donc cet intérêt supérieur de l'enfant, il existe. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que l'intérêt supérieur de l'enfant, ce soit le prétexte pour nier la possibilité pour les personnes en situation de handicap d'être parents. C'était ça que je voulais dire. Là, j'aimerais poser une question. Dans le cas où l'enfant est séparé de ses parents, eh bien, il ne peut être séparé de ses parents que dans la mesure où la zone intervient. Mais la zone intervient que s'il y a un membre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, des informations préoccupantes, il y en a beaucoup qui en font, autour des personnes en situation de handicap. Ça peut être des professionnels de santé à la maternité, on a eu des témoignages là-dessus. Ça peut être à l'école. Ça peut être sur les travailleurs sociaux qui vont intervenir à un moment donné. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de travailleurs des actes dans le Nord, donc je parlais de Ménapélie, je regarde Claire, où donc, les APEI devaient faire face à des grossesses qu'ils n'avaient pas anticipées. Parce que, évidemment, le travailleur des actes, c'est pareil, ils n'ont pas de vie sexuelle, ils ne souhaitent pas avoir d'enfant. Et en fait, ils avaient repéré que finalement, on ne se posait pas de questions. Systématiquement, à l'accouchement, on plaçait les enfants. Voilà. Donc, je vous parle de ça il y a 10, 15 ans, c'est ça, à peu près, voilà. Et donc, du coup, ils ont développé des services d'accompagnement à la parentalité pour pouvoir accompagner ces personnes dans leur désir d'enfant, dans leur parentalité et éviter ces placements d'office. On ne se posait pas de questions. Handicap mental égale placement. Donc, la justice intervenait régulièrement. Moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on propose. Et quand bien même il y a placement, on peut maintenir le lien entre les parents et les enfants, même s'il y a placement, et c'est bénéfique aussi, et pour les personnes, et pour les enfants. Voilà. Mais ça, on oublie un peu. Alors, je vais passer sur la PFC pour les intéressants. Juste vous dire, donc, le petit film qu'on vous a montré tout à l'heure est issu d'une journée d'études qu'on a fait le 26 janvier dernier, qui s'appelait Devenir parent quand on est en situation de handicap, quel besoin, quel accompagnement. Et l'idée, c'était de réunir l'ensemble des acteurs dont vous a parlé un petit peu Agnès, qui portaient des initiatives partout en France pour accompagner les personnes en situation de handicap. Et donc, ça nous a permis de faire un état des lieux et de partager un certain nombre de constats et de revendications. À l'issue de cette journée, on est en train de monter une plateforme de revendication politique qu'on présentera début février, normalement, le 4, si tout va bien, au ministère de la Santé. L'idée, c'est de pouvoir continuer à sensibiliser sur cette question et obtenir un certain nombre d'avancées. Donc, je vous passe, voilà, les chantiers politiques. Donc, cette question de la compensation en cas de parentalité, ce n'est pas une question nouvelle, c'est une question qui est portée depuis très longtemps dans des revendications politiques de différentes associations. On a eu une première victoire en
avec une mission IGAS, on passe le terme, mais en gros c'est une mission d'évaluation des politiques publiques. Et pour la première fois, cette mission IGAS, dans les pistes d'amélioration des modalités d'attribution de la PCH, parlait d'autoriser un conseil ainsi que des heures de garde au domicile pour les parents ayant besoin d'assistance. C'était la première fois qu'on avait un levier d'évaluation politique publique qui nous permettait de commencer à revendiquer sur ces questions et que le modèle breton, dont on parlait tout à l'heure, puisse se développer. Et à l'issue de cette mission, lors du comité interministériel du handicap, alors le comité interministériel du handicap, c'est tous les ministres qui se réunissent, sous la houlette du Premier ministre, et qui disent chacun ce qu'ils vont faire pour les personnes en situation de handicap, chacun dans leur ministère. C'est ça. Et donc là, pour la première fois également, ils reprenaient en fait les conclusions de la mission IGAS. Ils rappelaient que s'occuper de son enfant, c'était un acte essentiel de la vie et qu'il fallait prendre en compte ses besoins et qu'aujourd'hui, c'était pris de manière très limitée sur les territoires. Donc, il prévoit donc, pour la première fois, donc on nous dit, voilà, nous, ministres, on s'est réunis. Et on va créer des aides à la parentalité dans le cadre de la PCH. Alors, pour les parents d'enfants de 0 à 7 ans, vous voyez, c'était qu'un début de combat, puisque au-delà de ça, on est plus parents, c'est après 7 ans de l'enfant. L'autre combat, donc, vous avez prévu 3 heures par jour pour les personnes handicapées moteurs ou sensorielles, des enfants de moins de 3 ans, et 1 heure par jour pour les personnes avec un handicap mental ou psychique, et les personnes moteurs ou sensorielles des enfants de 3 à 7 ans. Donc vous voyez, ça restait quand même très limité, avec peu d'heures, avec une distinction entre le handicap et avec besoin d'accompagnement. On avait également porté la question des grands-parents, c'est ce que disait Agnès, on n'a pas été entendu, mais bon, c'était déjà le premier pas. Sauf que depuis 2016, aucune traduction concrète. C'était juste une intention, mais le gouvernement a changé et donc ne l'a pas repris à son tour. Deuxième petite victoire, c'est long, c'est très très long. C'est la stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022, qui s'appelle Dessine-moi un parcours. Cette stratégie, elle a été écrite par la Direction générale de la cohésion sociale, la DGCS, donc c'est l'administration publique, sur ces questions d'accompagnement social. Et ils ont monté cette stratégie nationale avec 10 axes transversaux dont je ne vais pas vous parler là, mais on parle en fait des enfants du jeune âge à l'adolescence, les possibilités de répit parental dont on parlait tout à l'heure, les questions d'école et les questions de conflit, etc. Bon, je passe les 8 axes. Il y avait aussi 4 encadrés spécifiques, dont un parentalité et handicap. C'est la première fois que dans une stratégie nationale de soutien à la parentalité, on se pose cette question-là. Donc c'était à la fois les parents en situation de handicap, mais également les parents d'enfants en situation de handicap. Et là où on s'est battu, c'est que nous, on ne voulait pas être juste un encadré spécifique dans notre stratégie nationale, mais ce qui était important pour nous, c'était que dans chacun des axes que je vous ai montrés précédemment, on parle de personnes en situation de handicap et qu'on réfléchisse à l'adaptation des dispositifs de droit commun aux personnes en situation de handicap. Et on a un peu gagné finalement, parce qu'on a réussi à mettre pas mal de petites choses là-dessus. Et l'autre avancée, c'est que du coup, ils nous ont intégré à la fois, alors pas dans la construction de la stratégie, mais dans la construction de sa mise en œuvre. Vous avez présenté le produit fini, on a réussi un petit peu à le faire évoluer. Mais surtout, donc il y a le CNCPH. Alors le CNCPH est le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Donc en gros, ça réunit l'ensemble des associations représentant les personnes en situation de handicap et d'autres acteurs. Et donc ça nous permet d'être associés à l'ensemble des 8 groupes de travail dont je vous ai parlé. Et systématiquement, on pourra faire entendre la voix des personnes en situation de handicap pour savoir quels sont leurs besoins d'accompagnement sur la naissance, sur l'école, sur tout cet aspect-là. Donc ça se met en route, vous voyez, 2018-2022. Donc les premiers groupes de travail ont eu lieu là au mois d'octobre, donc je ne peux pas encore vous en dire grand-chose, mais on espère que du coup, cette politique de soutien à la parentalité sera faite dans le cadre qu'on appelle la conception universelle, c'est-à-dire qu'on se posera directement la question de comment ce que vous êtes posé en Bretagne, en fait, il y a
avoir les mêmes accès que tout à fait. Et le dernier, Nicolas. Est-ce que vous faites de la promotion en amont par rapport à ça? La promotion auprès de qui? C'est-à-dire auprès des personnes en situation de handicap par rapport au fait qu'elles peuvent être parents, etc. C'est une bonne question. Très bonne question, vous avez raison. Alors moi en fait je suis plutôt sur le volet politique, donc je suis plutôt auprès des politiques, mais vous avez raison, c'est comment aussi on accompagne les personnes. Est-ce que l'on dit que c'est possible? Alors ça va être plutôt des choses qui se font au niveau local, ça ne se fait pas de manière généralisée je pense. Dans le cadre du projet associatif de l'APF, c'est quelque chose qui a été inscrit pour la première fois, en 2018. On a l'accompagnement à la parentalité, à la conjugalité. Et donc, du coup, oui, c'est des choses qu'on va développer. Mais vous avez raison, on ne développe pas assez. Et c'est quelque chose qu'on travaille plus aussi collectif avec les parents de Lyon sur oui, vous pouvez devenir parents. Oui, on peut vous accompagner. Oui, on travaille auprès des institutions. En fait, les différents collectifs, que ce soit sur Lyon, sur Bordeaux et sur la Bretagne et dans le Nord, qui travaillent sur la sensibilisation et la formation auprès des institutions pour arriver à mettre en place un volet parentalité et handicap dans les formations du médico-social. Donc que ce soit les formations d'éducateurs, privés, sages-femmes, infirmières, aides-soignantes, enfin vraiment tout le très très global pour justement développer des compétences déjà et puis sensibiliser au fait que les personnes dès leur moi les jeunes adolescents doivent savoir qu'ils peuvent faire famille et qu'ils peuvent avoir des enfants. Et on travaille, nous, on est sur un projet au niveau de l'APF, justement, pour développer des initiatives au sein des structures d'accueil à tous les niveaux sur cette question de parentalité. Et c'est quelque chose sur lequel on a reçu juste. Ouais, on a bien fait. Oui. Dernière petite chose, je vous remercie de rester encore avec moi malgré l'heure annoncée. Donc, le rapport 2018, hashtag plus simple la vie, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un rapport qui a été remis par un député pour proposer des mesures de simplification administrative pour les personnes en situation de handicap. Et en fait, on a eu la chance qu'à l'issue de la journée dont nous parlons au mois de janvier, ils viennent rencontrer des parents en situation de handicap. Donc, on a organisé une table ronde. Et ça nous a permis de porter un certain nombre de propositions. Donc là, on est en attente de savoir ce que le gouvernement va reprendre, parce que vous avez vu, ça doit être inscrit, pour autant ça ne se met pas forcément en œuvre. On réinscrit systématiquement dans tous les rapports, là où on peut, pour pouvoir remonter le sujet au niveau politique. Et donc, il a parlé de la PCH, aide à la parentalité, donc il a repris des choses. L'instruction conjointe de dossier MDPH issu de la même famille. Donc en fait, c'est quand vous êtes en situation de handicap et que votre enfant est aussi en situation de handicap et que vous avez deux dossiers distincts, ou le conjoint, oui mais là on est sur la partie, ou les deux conjoints, voilà, l'un ou les deux en effet, sont en situation de handicap et qu'on doit aménager son véhicule, et ben on est incapable d'instruire un seul dossier pour le véhicule familial par exemple, voilà, c'est ce genre de choses. Des procédures accélérées auprès de la MDPH, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que l'enfant il grandit, mais la grossesse c'est pareil, c'est pas la même chose à 3 mois ou à 8 mois, vous n'avez pas forcément besoin des mêmes choses, peut-être falloir changer de fauteuil à un moment donné, enfin, c'est toutes ces questions-là qui se posent. Donc c'est comment on peut avancer tout ça, et puis ensuite il y avait un deuxième levier sur accompagner la venue de l'enfant, et donc là c'est toutes les questions, vous avez parlé d'un certain nombre de services d'accompagnement à la parentalité, mais ce qu'on vous a dit c'est que le maillage, et ben, c'est en fonction des initiatives des acteurs et pas en fonction des politiques publiques. Donc nous, notre demande c'est que ça se diffuse partout en France, et que là où on habite, on puisse trouver une solution d'accompagnement. Donc ça a été repris. Et puis, il avait été extrêmement touché par la question des informations préoccupantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est comment on travaille aussi lorsqu'il y a une information préoccupante avec des professionnels du secteur du handicap, avec des personnes concernées qui vont pouvoir analyser la situation avec les autres
professionnel, pour qu'on ne soit pas sur du placement systématique, mais qu'on se pose bien la question de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la réelle capacité des parents. Voilà. Ben voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. On reste à votre disposition cet après-midi si vous avez encore des questions, des choses à partager, et on sera ravis de vous entendre. Voilà, bon appétit.